recherche du bonheur au travail contribue-t-elle à la servitude des salariés? C'est à cette question, et bien d'autres, que nous allons répondre aujourd'hui avec Sophie Le Garec, sociologue, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Fribourg, mais aussi autrice de l'excellent livre Les servitudes du bien-être au travail, paru en 2021 aux éditions RS. Bonjour Sophie. Bonjour Denis. Comme première question, je souhaiterais savoir ce qui explique aujourd'hui l'intérêt grandissant des entreprises pour la notion de bonheur au travail. Alors, c'est une grande question, mais qui est, de mon point de vue, essentielle, puisqu'on voit la notion du bonheur un peu partout. Et j'ai envie de dire surtout, quelles que soient les entreprises, et j'y inclus alors entreprises tant privées que services publics, puisque dans mes travaux, je me suis aussi beaucoup intéressée aux services publics qui tendent d'ailleurs à reprendre un peu les mêmes mécanismes qu'on retrouve dans les entreprises. Alors, la notion de bonheur, elle est un peu partout, à travers différents formats, à travers peut-être qu'on y reviendra par la suite, mais à travers différents outils aussi. De mon point de vue, elle vise, alors peut-être de manière un peu provocatrice, je dirais qu'elle vise à faire croire que l'entreprise s'intéresse à la santé au travail, puisqu'il y a une grande confusion entre la notion de bonheur et la notion de santé, c'est-à-dire qu'en lieu et place de santé, on parle beaucoup de bonheur ou d'être heureux au travail. Et pendant qu'on parle de bonheur, qui est un concept éminemment subjectif, ça veut dire qu'on peut toujours le revisiter, le dénier ou le réamorcer en termes de définition. Donc c'est une quête infinie. Et pendant qu'on parle de bonheur, non seulement ça participe à l'individualisation du regard qu'on a sur les problématiques de l'entreprise, on ne parle pas des conditions structurelles, de l'organisation du travail, des choses, de mon point de vue en tant que sociologue, essentielles en fait pour penser le rapport à l'entreprise, pour penser le rapport au travail, pour penser le rapport à la santé au travail, puisque je travaille plutôt dans le domaine de la santé, sur les politiques de santé. Donc voilà, le bonheur pour moi c'est vraiment un espèce d'artefact ou un espèce d'artifice en tout cas qui a jamais été autant mentionné et associé à l'entreprise. Alors que paradoxalement, on n'a jamais eu autant de souffrance au travail, ce qui est quand même assez paradoxal. D'ailleurs, le terme en soi m'interpelle, bonheur au travail. Est-ce que c'est un terme qui vous paraît juste? Parce que selon moi, selon ma compréhension du bonheur, c'est que c'est quelque chose de profondément subjectif et qui dépasse le cadre du travail et qui est aussi changeant. Et une même chose qui peut m'apporter du bonheur aujourd'hui peut m'apporter du malheur le lendemain. Donc, est-ce que le terme en soi, bonheur au travail, fait sens? Donc pour moi, il fait absolument pas sens. Je partage complètement ce que vous venez de relever, c'est-à-dire et je pense que c'est aussi volontairement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement subjectif que on peut pas le définir. Et donc le fait même de pas pouvoir le définir, ça amène ce que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de quête inachevée, permanente, incessante, qui est reparamétrée, reconfigurée sans arrêt. Donc, premièrement, ça montre bien que finalement on positionne dans l'échec. En imposant cette idée ou cette quête de bonheur, on impose de facto un échec, puisque on est dans cette quête incessante et permanente. Et puis deuxièmement, la notion de bonheur, comme vous le mentionnez, c'est-à-dire que c'est, en tout cas, je partage la même perspective que vous avez, à savoir que c'est quelque chose qui est propre à l'individu et qui est presque du domaine du privé, c'est-à-dire que chacun a sa conception et ces valeurs qui supportent la notion de bonheur, voilà. En plus, la notion de bonheur, elle peut, en fonction des registres dans lesquels elle émane, c'est-à-dire que est-ce que c'est le bonheur d'une vie, c'est-à-dire ou est-ce que c'est les petits bonheurs de la quotidienneté, dans l'amour, dans l'amitié, dans la relation. Enfin, on voit bien que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à définir, qui du domaine de l'individualisation et de la sphère privée, et donc importer ça dans le domaine de l'entreprise, en tout cas, est assez questionnant. Et je dis pas que c'est pas que c'est pas pensable, parce qu'on peut avoir un bonheur au travail,
mais c'est pas ça qui est dérangeant de mon point de vue, c'est la manière dont on l'impose et dont on le pense par le haut, entre guillemets. C'est-à-dire que du coup, c'est assez paradoxal puisque le bonheur qui est subjectif devient finalement une valeur objectivée dans le rapport au travail qui est paradoxalement pas définie. C'est ça qui pose problème. Vous dites que le bonheur est imposé au travail, qu'on le pense par le haut. Ça me fait penser à ces nouveaux rôles qui sont arrivés récemment, les responsables du bonheur au travail, Ouais. les Chief Chief Happiness Officer. Officer. Donc ces rôles-là, selon vous, vont totalement dans le sens de l'imposition d'un bonheur ou plutôt d'une injonction au bonheur? C'est les deux. Et pour moi, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on voit bien l'idée de penser des responsables du bonheur au travail est quelque chose qui, si c'était pas aussi grave, ça serait drôle. Mais pour moi, c'est assez grave parce que du coup, on est dans cette idée d'infantilisation, premièrement, des salariés. Deuxièmement, d'imposition d'une valeur qui est, je le répète, éminemment privée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer le bonheur. Enfin, c'est quelque chose ou le conditionner de manière aussi artificielle que ce que posent en tout cas actuellement les Chief Happiness Officers, c'est-à-dire en imaginant plutôt d'ailleurs des choses assez matériel, c'est-à-dire ça passe par les espaces de détente au baby-foot, dans les choses les plus classiques, mais ça va aussi sur les enjeux de conciergerie, par exemple, de récupérer ou le linge sale et proposer des services de nettoyage ou voilà, tout ce qui est du domaine des soucis, en tout cas de la quotidienneté, mais de la sphère privée, qui sont pris en charge par l'entreprise. Et il me semble que voilà, on peut pas on peut alléger la charge de contraintes dans la sphère privée, mais c'est pas le bonheur. Enfin, c'est pas du bonheur. Et proposer des corbeilles de fruits ou des hamacs ou des fat boys ou des espaces, ça ne résout rien au problème de l'organisation du travail ou des conditions de travail. Donc, pour moi, on fait un pas de côté, mais pas le bon, voilà, en imposant cette idée du bonheur. Dans ce que vous dites, j'ai l'impression que cette notion de bonheur au travail ne touche pas du tout au travail réel, mais plus à des petits éléments on va dire, de praticité du quotidien, on va dire, des éléments qui rendent un petit peu plus pratique notre quotidien de travail, mais on touche pas au fond du problème, c'est-à-dire l'organisation du travail. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui mettent en place cette idée de bonheur au travail, sont totalement à côté passent totalement à côté de l'essentiel, de ce qui permettrait d'amener du bien-être au travail? Je pense, puisque cette idée toucher à l'organisation du travail, c'est du coup aussi beaucoup plus compliqué pour l'entreprise. Donc c'est plus simple de jouer sur des choses du domaine de l'artificiel, ou de l'anecdotique ou du para-travail, je sais pas comment on peut le nommer, mais tout ce qui est du domaine de l'à côté, que de toucher au dur. Et donc c'est une forme aussi de garrot moral, on pourrait dire, de la part de l'entreprise, c'est-à-dire montrer combien l'entreprise est humaniste, prend soin de ses salariés en proposant un responsable du bonheur au travail, ou en proposant, parce que c'est pas que de la matérialité, ça peut être aussi, on le voit beaucoup dans le cadre de formations par exemple proposées aux salariés, mais qui sont des formations qui ne touchent plus du tout aux compétences professionnels, mais sur ce qu'on appelle aujourd'hui les savoir-être. Donc on voit qu'il y a tout un tas de propositions en lien avec le fait du bonheur ou être heureux, qui ne touchent pas et qui sont complètement déconnectés du travail réel, on va dire, mais qui sont une parade en fait à la discussion ou aux problématiques, pour moi, qui sont centrales, de conditions de travail et santé au travail. C'est-à-dire, au lieu de parler des choses importantes, ces deux choses, conditions de travail et santé au travail, on parle de choses secondaires ou artificielles, en tout cas qui sont complètement déconnectées du réel du travail, mais pourtant, on les fait passer comme étant le réel du travail. Et c'est ça le gros problème. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure,
que si c'était pas aussi grave, on pourrait en rire. Mais c'est grave parce qu'au lieu de parler vraiment des problématiques de santé qui sont gravissimes, on joue avec ce genre de concepts qui ne sont pas du domaine de la santé au travail. Et les personnes qui contribuent à la mise en place de cette notion de bonheur au travail, parce que ça amène tout un business, hein. On parlait tout à l'heure des Chief Happiness Officers, mais c'est que, on va dire, la pointe de l'iceberg, il y a aussi des formateurs, des experts, des consultants, etc. Est-ce que ces personnes ont conscience de ne toucher qu'à ce que vous dites à l'anecdotique, au secondaire, à l'artificiel, ou au contraire sont persuadées de mettre en place des éléments qui vont amener un changement profond au sein des entreprises? Alors, je n'aurais pas une réponse, comment dire, ça m'est difficile de vous répondre à cette question-là de manière argumentée, parce que j'ai pas vraiment travaillé, en tout cas j'ai pas fait d'études sur ces coachs ou sur les personnes porteuses de ce type de formation. J'ai pu discuter avec certains responsables, RH, qui commanditaient justement ce genre de formation, ou intervenants de type coaching en entreprise qui coachaient pour que les salariés soient plus heureux, ou j'ai pu interviewer quelques Chief Happiness Officers, mais en tout cas le peu que j'en ai vu moi, sans que ce soit un travail de recherche étayé, j'ai l'impression qu'ils sont alors, ou pour certains dans une niche économique, c'est-à-dire que où c'est vraiment un business, mais pour une grande partie d'entre eux, et là je pense plutôt aux gens de l'intérieur, c'est-à-dire de l'intérieur de l'entreprise, les RH, les managers, ils ne se posent plus la question. C'est-à-dire que quand on leur dit mais est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, que je vous prends juste l'exemple du canton de Fribourg, par exemple, au niveau du service public, où il y a quasiment plus, alors j'exagère un petit peu, mais il y a vraiment la grande majorité des formations qui sont proposées au personnel de l'État de Fribourg, c'est des formations en développement personnel. Et quand vous leur faites remarquer que c'est quand même questionnant, alors qu'il y a quelques années, c'était majoritairement des formations sur les compétences professionnelles, c'est-à-dire les savoir-faire, ils vous disent oui, mais les salariés réclament, ce qui n'est pas faux, ce genre de formation. Et deuxièmement, tout le monde le fait. Donc il y a une espèce d'impensé où on est dans un espèce de mainstream comme ça, comme les entreprises du privé le font, on le fait. Et quand vous allez interviewer du côté du privé, les petites et moyennes entreprises vous disent bah oui, mais les grosses boîtes comme Google, Nestlé, Danone, etc. le font, donc c'est qu'il doit y avoir une vertu. Et donc du coup, il y a une espèce de chose assez, c'est vraiment assez questionnant, c'est-à-dire il y a un impensé où comme tout le monde le fait, ça doit être forcément bien, et du coup il y a même plus de résonance sur le creux ou le vide de ces formations. Et donc je pense qu'il y a pas une mauvaise pensée dans la plupart, en tout cas des managers ou des RH, mais c'est une espèce d'impensée où voilà, en même temps avec une idée que si on touche pas l'organisation, c'est pas mal non plus, mais il n'y a pas de malveillance à proposer ça. C'est ou du point de vue de l'intérieur, ou une forme, je mentionnais tout à l'heure, une espèce de garrot moral, c'est-à-dire que regardez, on ne peut pas nous reprocher de ne pas proposer des formations ou ne pas être attentif ou attentive à nos salariés. Mais en même temps, et vu de l'extérieur, on se dit bah oui, c'est pas mal. On peut pas être contre le bonheur. Donc, donc du coup, c'est aussi un argumentaire, une rhétorique qui est difficile. C'est-à-dire, moi, je me suis, il y a un RH que j'avais interviewé quand je mentionnais que on pouvait être quand même quelque peu critique par rapport à ces types de formations. Il disait mais en fait, vous voulez pas le bonheur des gens. Je dis c'est pas l'enjeu, c'est pas le problème. Mais moi je parle de santé au travail, je parle pas de bonheur. Donc il y a cette confusion, et il y a cette idée en même temps mélangée, mais qui est pas toujours très claire de c'est bien, en même temps il faut pas toucher à l'organisation du travail, et en même temps on sait plus très bien ce que c'est que la santé au travail. Donc voilà. Après, quand on se positionne du côté des coachs ou des intervenants, là c'est autre chose. Là je pense qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment sur une utilité de niche économique, ça c'est très clair. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous
Lorsque vous discutez avec une experte du bien-être au travail, vous qualifiez en fait de ces propos vous parlez de violence douce en fait pour qualifier les propos de certains de ces experts. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, mais aussi à qui bénéficie pardon, cette violence douce? Oui, alors je dis violence douce en reprenant un peu le concept de Bourdieu. Comment on est vraiment sur quelque chose qui n'a pas l'apparence, qui n'a pas le goût de la violence, mais qui pourtant en est. Donc, à travers justement toute une idéologie du bien-être, du bonheur, voilà. Je pense qu'on est dans un rapport de violence douce, puisque faire croire aux personnes, en tout cas de la part de l'entreprise, mobiliser ce genre d'intervention, de coaching ou de formation, par exemple sur la gestion du stress ou la gestion des émotions, et faire venir ces personnes à titre de prévention de la santé au travail, c'est une violence douce. Premièrement, parce que le contenu de ces formations n'a rien à voir avec de la santé au travail. Deuxièmement, quand les personnes s'inscrivent à ces formations, elles ont l'impression qu'elles iront mieux une fois de retour à leur poste de travail. Or, et c'est ça qui est assez stupéfiant, c'est-à-dire que quand on regarde la durée, par exemple, de ces formations, on voit bien le manque de sérieux, je parlais de vide tout à l'heure, ou de creux de ces formations, mais quand on vous explique que vous pouvez gérer votre stress en une demi-journée de formation, ou au mieux en une journée et demie, puisque c'est le maximum, on est en droit quand même de se questionner sur le contenu et sur la réalité de ce qui définissent comme étant du stress au travail. Oui. Et là où je trouve ça dangereux en plus, c'est que ça fait reposer la responsabilité de la situation sur les salariés, sur les travailleurs, plutôt que sur l'organisation ou les employeurs. C'est-à-dire que vous êtes stressé, mais on va vous expliquer comment vous pouvez faire en sorte de ne plus être stressé, mais on ne touche pas du tout à la cause initiale de ce stress-là. Complètement. Vous anticipez ma réponse, c'est-à-dire, enfin vraiment, c'est sur l'idée que effectivement, non seulement on est sur une individualisation, mais pire en plus, c'est que on fait croire aux personnes qu'une fois de retour à leur poste de travail, elles auront les capacités ou les fameux outils dont tout le monde a. Quel outil? Enfin, dès qu'on doit intervenir en entreprise ou dès qu'on propose des recherches en entreprise, on nous demande systématiquement des outils, comme si c'était la solution miracle et la baguette magique de tout. Donc on leur donne des outils entre guillemets pour gérer leur stress, sauf que, comme vous le mentionnez, c'est-à-dire que ça change rien aux conditions de travail. Donc, elles reviennent après avoir été formées à leur poste de travail, tout en étant toujours aussi stressées ou dans un rapport de mal-être. Donc, du coup, ça amplifie encore plus la culpabilisation en disant, bah zut, mon entreprise, elle me paye une formation, et puis c'est très coûteux, ces formations. Oui. Elle me paye une formation onéreuse, j'ai eu les outils et je suis pas capable de gérer mon stress. Donc, on est sur une double peine. Et il me semble que c'est non seulement l'individualisation, la culpabilisation et la responsabilisation. Et c'est pour ça que c'est une violence douce, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'on traite le problème alors qu'on le traite nullement. Oui. Et au-delà de la formation, quelles sont les pratiques du management du bonheur au travail? Alors, les pratiques, alors ça dépend ce que vous entendez, mais on voit bien que ça passe plutôt par des concepts un peu artificiels. On parlait tout à l'heure de Chief Happiness Officer, par exemple. Ça peut être c'est plus des étiquetages que des pratiques, finalement. Je pense notamment, par exemple, à ce qui est à la mode actuellement, c'est le management résilient, qui fait partie justement de cette idée d'apporter du bonheur, du bien-être, d'être heureux. On va amener un management résilient. Et on se dit, mais quand on regarde le concept management et résilience, ça n'a rien à voir. Et c'est même antinomique. Et donc, et le contenu même de ce management résilient est assez. Il y a toute cette idée, une fois de plus, de bien-être, de valorisation de l'individu, mais le revers de ce discours-là, c'est systématiquement l'individualisation et la responsabilisation. Donc on voit bien que c'est pas tant des pratiques, parce que une fois de plus, le structurel reste le même. C'est plus l'emballage entre guillemets qui est étiqueté, labellisé, médiatisé avec l'idée du bonheur, mais ça touche pas tant les pratiques en tant que telles, parce que les pratiques qui sont délétères par rapport à la santé au travail, c'est
l'idée des contrats d'objectifs, c'est l'idée de la quantification permanente, c'est l'idée de la mesurabilité, c'est la dilution des collectifs. Tout ça, ça change rien avec ou sans l'étiquetage bonheur au travail. Donc on voit bien que c'est pas tant les pratiques de fond qui sont concernées par cette idée du bonheur. Elles peuvent pas l'être, puisqu'on peut pas, c'est pas matériel, c'est pas objectivable et matérialisable, le rapport au bonheur. Cet emballage du bonheur au travail que vous décrivez m'interroge sur la façon dont il est présenté. Il est souvent présenté comme une ultra-solution, une solution totale qui permet de résoudre tous les problèmes. Comme si, en mettant en place différents éléments, différentes façons de penser, ou différents outils, ou en suivant une formation, on allait pouvoir résoudre l'entièreté de problèmes éminemment complexes. Mais est-ce que les personnes qui le mettent en place, ou qui suivent ces recommandations, pensent réellement que cet emballage donc du bonheur au travail va solutionner tous leurs problèmes complexes? Ouais. On est alors, ce que vous mentionnez, c'est vraiment toute la thèse d'Edgar Morin, de toute sa vie, la pensée complexe, c'est-à-dire montrer comment, et c'est un des problèmes aujourd'hui de ce que Vincent de Goljac appelle cette idéologie managériale ou une idéologie gestionnaire, c'est-à-dire comment on met au service d'un pouvoir une manière de penser les choses. Et on voit bien que dans cette idéologie gestionnaire, on est sur une volonté de simplifier. C'est le cas aussi, par exemple, on voit beaucoup en politique, par exemple, cette idée il faut simplifier les choses. Mais simplifier, ça ne veut pas dire décomplexifier. Enfin, il me semble que l'idée d'une simplification qui équivaut à une minimalisation, ça n'a rien à voir avec... c'est pas en minimisant les choses ou en les simplifiant en apparence qu'on évite la complexité d'une situation. Mais dans cette idéologie managériale, cette idée en tout cas de la simplification, elle est illustrative à travers les outils, par exemple. Il faut des outils qui répondent A plus B égale C. Et on est dans cette... je pense que c'est pas une question qu'ils y croient ou pas, c'est qu'on est vraiment dans cette idée de... ils sont dans une culture de cette idéologie gestionnaire. Ils sont dans une idéologie à proprement parler. Donc, on pense de manière simplifiée. A plus B égale C. Comment arriver à C avec des paramètres objectivables. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que le propre même du travail, tout comme la santé d'ailleurs, c'est qu'il y a tout un nombre de paramètres qui ne sont pas matérialisables, objectivables, mesurables. Donc, il y a toute une partie du travail, il y a toute une partie de la santé qui sont du domaine de l'indicible, de l'invisible. Et ça fait partie de la complexité justement du travail. Et donc, vouloir absolument tout modéliser en termes d'équations ou d'outils, c'est un leurre. C'est une fois de plus, on passe à côté. Mais je pense qu'il y a une vraie croyance que tout peut être théorisé et modélisable de manière objectivable. On est vraiment dans cette pensée. On le voit dans tous les outils. Alors là, pour le coup, vous parliez tout à l'heure de pratiques managériales du bonheur, mais là, on voit des pratiques managériales de cette simplification du rapport au travail. Si on prend par exemple l'outil de l'évaluation, quand on dit qu'on évalue le travail, on n'évalue jamais le travail. On évalue la productivité, la satisfaction des clients, mais on peut pas évaluer le travail avec les outils tels qu'ils sont pensés aujourd'hui, à travers un questionnaire. Donc, on voit bien qu'on est à chaque fois dans un décalage entre le réel et le prescrit, entre l'idéal et la réalité. Et ça, la réalité, elle ne peut pas être prescriptible. Et ça, il y a vraiment une difficulté du côté des managers, du côté des théoriciens du travail ou du management à le penser et à accepter que tout n'est pas mesurable et tout n'est pas standardisable. À accepter donc la complexité. Accepter complètement la complexité et y compris dans la complexité, l'invisible, l'indicible. Le titre de votre ouvrage est « Les servitudes du bien-être au travail ». En quoi donc cet emballage, cette notion de bonheur au travail renforce la soumission des employés à leur employeur? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée que de faire croire aux personnes qu'on peut leur amener du bonheur au travail, c'est quelque part une forme de soumission, c'est-à-dire dire
Et on l'entend, en plus il y a une forme d'adhésion d'une partie des salariés qui disent, qui parlent par exemple de conditions de travail, qui pensent les conditions de travail à travers la présence de canapés, d'espaces de détente, de tout ce qui est du domaine de l'architecture entre guillemets du lieu de travail. Mais une fois de plus, on a transposé l'idée des conditions de travail à la gadgetisation, en tout cas de l'espace du travail, même si l'espace de travail c'est quelque chose d'important. Mais c'est pas ça les conditions de travail. Et donc du coup, amener cette idée ou faire croire aux individus qu'on va leur apporter un bonheur clé en main, le salarié peut pas dire non, peut pas contester cette idée. Donc on est aussi dans cette idée quand on offre des conditions entre guillemets, c'est-à-dire un baby-foot, un hamac, des conditions de travail sans horaire, comme on le voit de beaucoup, c'est ce qu'on appelle les entreprises libérées aussi, qui n'ont que le nom de libérées, mais où on maintient malgré tout les contrats d'objectifs, la pression, la concurrentialité entre les salariés, ça n'a rien d'une réalité du bonheur. Mais on voit comment toute l'appareil, la façade du rapport au travail, à l'entreprise, font croire, ou en tout cas amènent du consentement au bonheur, mais qui n'en est pas. Et donc on est dans une forme, et ça crée de la servitude. C'est-à-dire comment... c'est l'idée aussi de la servitude volontaire, c'est-à-dire comment on amène une fidélisation, pareil, on parle de culture d'entreprise ou d'identité d'entreprise, comment on amène à travers toute une idéologie de normes, de valeurs, d'adhésion, comment on crée du consentement, et comment on crée derrière ce consentement étiqueté du bonheur, on crée finalement une forme de soumission, ou comme le dit Daniel Linhart, de subordination. C'est ça. Donc on est vraiment dans ce rapport-là, alors que tout le discours est aujourd'hui de dire que non, il n'y a plus de subordination. La subordination, c'est archaïque, c'est un truc de vieux gauchistes. Mais on voit bien que c'est pourtant, on n'a jamais eu autant de soumission et de subordination. Tout à fait. Et alors même que c'est la définition même du contrat de travail, c'est un lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Pour terminer, je souhaiterais savoir quels sont d'après vous les antidotes à cette situation, ou plutôt à ce bonheur au travail, à cette notion de bonheur au travail. Pour moi, c'est très compliqué de vous proposer des antidotes, parce que, ça fait pas partie de mon rôle de sociologue, et puis deuxièmement, parce que je suis très pessimiste. C'est-à-dire que je pense que c'est une telle machine redoutable qui est mise en place à travers cette idéologie managériale et à travers ces concepts de bonheur, d'être heureux, que j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut contrer cette manière de voir les choses. Et pourtant c'est extrêmement inquiétant, puisque on a commencé notre échange, notre interview là-dessus, c'est montrer comment on n'a jamais autant parlé de bonheur et on n'a jamais eu autant de malheur, pour résumer et caricaturer un peu. Et moi, j'ai vraiment du mal, parce que à voir des antidotes, et ce qui me rend très pessimiste, c'est que je trouve que le travail est quelque chose de central. Ça fait vraiment partie de cette thèse de Barrel sur la centralité du travail, mais je pense résolument que le travail est quelque chose de central dans nos sociétés. Donc je fais pas du tout partie des personnes qui pensent que c'est la fin du travail, ou que la valeur travail ne doit plus être. Je trouve que ça fait partie de l'identité des individus, ça fait partie aussi des formes de reconnaissance. C'est aussi, on a tendance à l'oublier, un facteur protecteur de santé quand il est satisfaisant. Ce qui ne veut pas dire heureux, mais quand on est satisfait de ce qu'on fait. Et je pense que cette valeur travail, elle est actuellement mise à mal à travers tous ces discours, mais je ne vois pas actuellement le moindre début d'alternatives. C'est-à-dire que les quelques alternatives qui ont été proposées, je le mentionnais tout à l'heure, c'est par exemple les types d'entreprises libérées, mais qui sont qui sont des artefacts aussi. C'est-à-dire on fait croire que, mais on ne change rien sur le fond.
Quand on voit, c'est à l'actualité du jour, hein, mais quand on a vu par exemple ce qui se passait dans les EHPAD avec l'ouvrage de Victor Castaner il y a quelques mois, on se disait bon, il va y avoir une prise de conscience de l'organisation du travail, de le fait de cette espèce de rationnement en lieu et place de la rationalisation est quand même juste inhumain et inacceptable par rapport aux personnes résidentes des EHPAD. Comment il y a de la maltraitance à cause justement de l'organisation du travail. On pensait que ça allait être pris en charge et on voit qu'actuellement, enfin, on retombe encore aujourd'hui avec la même société où on voit que rien n'a avancé. Parce que c'est toujours le primat de cette idéologie managériale par la rentabilité, par l'actionnariat, par cette objectivation et cette matérialisation du rapport au travail. Donc, je suis assez défaitiste et assez pessimiste parce que je ne vois pas de choses positives. Et de la même manière, on a beau dire, mais parlons de santé au travail, arrêtons, c'est l'heure de bonheur heureux, c'est pas de la santé au travail. On ne voit pas de discours ou d'espace sérieux, j'ai envie de dire, au cœur des entreprises, en tout cas, qui visent vraiment à questionner la santé au travail. Donc, j'ai pas d'antidote et je suis assez pessimiste. Eh bien, merci Sophie. Voilà. Je suis désolée. C'est une très belle conclusion. Mais voilà, je vous fais partager mon pessimisme ambiant. Merci. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré au livre Les servitudes du bien-être au travail de Sophie Le Garec, paru en 2021 aux éditions RS. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram, et à vous rendre sur 0,org afin de découvrir nos précédents invités, mais également afin de vous inscrire à notre newsletter. Merci et à très bientôt.